passer un exemple, petit exemple. Pas prendre des grands territoires comme avant, là je vais prendre celui-là. Ça c'est Auxerre, au sud-ouest d'Auxerre. Et ils démolissent 3 tours. Et le maire nous appelle en disant, voilà, le coup classique, construisez-moi la ville à la campagne. Pour lui, ça c'est la campagne. Et une voie de chemin de fer fait ça, une ancienne voie de chemin de fer qui arrive ici en talus. Non, pardon, excusez-moi, c'est bizarre, ça c'est la route après. Donc la voie de chemin de fer, c'est ça, c'est l'ancienne voie de chemin de fer, elle est devenue une... encore une famille, elle est là. Elle est devenue une coulée verte, on l'appelle, et en talus, puisque là, en fait, ce terrain-là est en talweg. La ville du XXe siècle a poussé à remblayer toute cette partie-là pour y poser les tours. J'ai 2 barres, 2 très longues barres, et 3 tours que j'arrive même plus à voir. 1, 2, 3 barres là, je ne sais plus où elles sont. Non, elles ne sont pas là, elles sont là. Oh, je ne sais pas comment elles sont par là. 3 tours, voilà, c'est tout brillant, à moitié brûlé. Le maire a dit on va faire un nouveau quartier. Et donc, on regarde d'abord ce talweg. D'abord, regardez le site, regardez, qu'est-ce qui se passe? Il y a un talweg, c'est con un talweg, il y a un talweg partout. Et puis dans ce talweg, vous regardez qu'autour, il y a quand même des choses bizarres. Vous avez toujours cette voie ferrée, là, qui elle est bien sûr bordée de robiniers, hein, parce que les robiniers, ça tient bien les talus, c'est pour ça que ça a été développé en France. Donc on a des faux acacias, ce qu'on appelle faux acacias. Donc il y a ces restes-là, puis on a des boisements étranges de chênes. Des chênes très droits. On est sur un socle calcaire. Ça veut dire qu'obligatoirement entre le calcaire et la nature, et le niveau naturel, il y a eu y avoir une épaisseur extrême d'argile pour que des chênes comme ça aient poussé tout droit. On interroge, personne ne sait pourquoi. Et puis on a donc ces restes comme ça de forêt de chênes, très droit, très haut, qui supposent une grosse profondeur d'argile. L'argile étant, vous ne savez pas, mais enfin l'argile est provoquée par décomposition du calcaire. Pour qu'il soit provoqué par décomposition du calcaire, il faut qu'il y ait une raison pour ça. Il faut qu'il y ait une raison chimique à un moment donné qui accélère pour qu'il y ait autant d'argile. Et puis on remarque qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau et en plein été, arrivons ici dans l'espèce de ces grands talus qui savent faire là, pour garder l'eau, là, réserve de rétention, on découvre qu'en plein été, en plein mois d'août, sous le Cagna, il y a une eau qui passe comme ça. Mais tout le reste a été busé. Et donc j'interroge en disant, là on a un supermarché, puis après ça continue à monter comme ça. Tout le monde est inondé. Les gens sont inondés. Les gens qui sont dans les parcelles ici, les gars me montrent, ils ont un puits à 50 cm, ils ont l'eau, ils ont un puits dans un dénivelé de 2 mètres, 2 à 3 mètres, ils ont 50 cm d'eau. À 50 cm de profondeur, ils ont toujours la même eau. C'est un peu normal puisque c'est de l'argile, donc je me dis, il y a de l'eau en nappe qui se balade. Et puis peu à peu, à force de regarder ce site, je me dis, c'est pas possible, il y avait une rivière, c'est évident. Et tout le monde me dit, mais c'est bien sûr que non, il n'y a jamais eu de rivière. Tout le monde cherche, non, il n'y a jamais eu de rivière. Jusqu'à, enfin, il y a quelqu'un de la ville, les gens de la ville, les vieux des services municipaux, sont des vrais savants par rapport au bureau d'études, excusez-moi, en écologie, très souvent ne le font pas chercher les vraies informations où les gens les ont. Ce gars me dit, quand j'avais 16 ans, quand j'ai rencontré, il avait 70 ans, quand j'avais 16 ans, là on a creusé, parce qu'avec les archéologues, on a trouvé une villa romaine avec des grosses colonnes câblées, etc. Et on était dans l'eau, c'est ça qui était pénible. Ceci dit, quand ça a été l'été, c'était génial, parce qu'on pouvait garder le vin blanc au frais. Avec Auxerre, c'est très important chez nous. Donc, lui, je lui dis, c'est passionnant ça, mais alors, vous savez jamais... Et là, il me dit, bah, je vais chercher. Et il s'est mis à chercher, et il a trouvé qu'il y avait des accords au 16e, je crois, les accords, je me rappelle plus, j'ai écrit 15 ou 16,
entre un monastère qui s'était installé et qui avait bloqué une source qui est juste là, la source Sainte-Geneviève, vous voyez, et qu'il l'avait déviée pour alimenter Auxerre. L'avait-il bien ou mal dévié? Toute l'histoire ne me le dit pas, il dit que simplement les conflits sur le prix de l'eau, ce qui nous permet d'apprendre qu'il y avait effectivement une rivière dans ce Thalweg, ce qui expliquait pourquoi il y avait de l'argile, ce qui ne nous expliquait pas encore pourquoi il y avait ces superbes chênes dont personne ne se souvenait pourquoi ils étaient là, même les propriétaires de ces chênes. Donc voilà, on a reconstitué un peu un tracé de l'eau, et de ce tracé de l'eau, on a dit, ben, on va recomposer complètement la question. On ne va pas, le maire, on avait le maire, alors on avait l'adjoint à l'habitat qui était président, bien sûr, de l'office local, qui avait déjà réservé 100 logements PLA, sur un terrain qu'on n'avait pas encore défini, donc on avait cette pression-là. Lui, il voulait des maisons individuelles, parce qu'il avait demandé aux habitants des 3 tours, qu'est-ce que vous préférez, revivre dans une tour qui va brûler ou avoir une petite maison tranquille avec un petit jardin en toute sécurité. Les gens avaient choisi tous les tours à brûler. Donc il en concluait, faut un lotissement. Le maire, lui, disait, moi je la sens pas, je n'ai pas envie de retrouver le lotissement, Auxerre c'est déjà assez tendu bêtement, faites-moi autre chose. Donc on est sorti du débat et on leur a parlé de vide. On les a amenés, je leur ai expliqué pourquoi là, ça, tout ce qui était devant nous, tout ce vide-là, était chargé. Je ne savais pas de quoi, mais il était chargé. Et fallait qu'on le conserve. On ne pouvait pas aller y mettre les pieds. Et l'adjoint à l'habitat, qui n'était pas complètement tue, a compris qu'au contraire, c'était aussi la garantie d'un futur quartier, parce que d'un côté, d'un côté, s'il savait bien qu'il fallait un lotissement, que les gens, d'après lui, voulaient, que c'était une demande générale, nationale, etc., en contrepartie, il savait bien ce que ça provoquait, il n'en avait pas envie non plus. Donc on est sorti de ce débat. Parce que si vous restez dans ce débat de la densité, c'est foutu. Vous allez pouvoir argumenter, il faut un peu plus, il faut un peu moins. C'est un débat, enfin pour moi c'est épuisant. Je sais plus, il a passé des années à prouver, il a prouvé, mais ça, là moi j'avais pas le temps, j'avais 2 mois pour faire la preuve. Et donc je suis sorti du débat en parlant de ce vide, en parlant d'une eau qui n'était pas là, sauf d'user, et en disant qu'il y avait une rivière. Et on a réussi à produire des choses comme ça, voilà, où après avoir dit, bah, tous ces endroits naturels, on va les conserver, enfin naturels, on va les conserver, on va conserver ces continuités-là, ça c'était le périmètre d'après, et on conserve surtout les chaînons. Puis les archéologues sont arrivés, parce que quand même, comme ils avaient creusé là, ils avaient quand même des doutes sur tout ce qui remontait dans le Thalweg. Ils ont creusé, vous savez, leur grande tombe, là, et là ils ont découvert qu'il y avait un fossé, autant vous dire que c'est heureux, il y avait un fossé néolithique, avec des restes de bois, qui avait canalisé un ruisseau, qui devait pour être canalisé assez important, mais qu'en plus, il y avait une industrie du fer depuis très longtemps, depuis au moins gallo-romaine, dans ce qu'ils ont trouvé, et que progressivement s'était installé un monastère d'un moine avec même des tombes mérovingiennes, etc., etc. Il y avait des fours, donc des fours à métaux, et que tout cet endroit-là avait été complètement habité. Il s'avérait qu'en fait, de cet endroit-là, on sentait qu'il y avait quelque chose, il s'avérait qu'en fait, c'était non pas la campagne où la mer voulait qu'on construise la ville, mais que c'était la première implantation, une des premières implantations autour d'Auxerre. Le métal venait vraisemblablement de sable, je ne sais pas comment on dit, ferrique,
qui comportait du minerai de fer, et c'est ici qu'il était fondu. Et à l'époque moderne, qui commence au XVIe siècle pour les archéologues, la ville semble s'être retirée progressivement. Enfin, les gens sont vraisemblablement arrêtés, ce qui correspondrait d'ailleurs au fait qu'à cette époque, un monastère bloque là-haut et vend l'eau à la ville centrale. Donc il y a une évolution de détournement. Vous voyez comment les choses peuvent changer, mais ils demeurent. Ils demeurent de première implantation, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est de dire aux maires, bah, écoutez, on revient là où vous avez commencé. Vos ancêtres ont commencé, ça a commencé là. Voilà. Et donc, on a justifié complètement ce vide, il s'est justifié. Ceci dit, il faut être honnête, il s'est justifié qu'après, quand les archéologues ont attaqué. Avant, tout le monde a considéré qu'il fallait conserver ce vide, que ce vide serait le centre, mais ce ne serait pas le vide d'une place seulement, avec simplement le vide des rues, mais que ce serait vraiment ce vide unificateur, et qu'on y implanterait tous les projets de construction. Comme on n'avait plus la place de faire un lotissement, eh bien, on est obligé de faire ce qu'on proposait depuis le début, c'est-à-dire un habitat maison individuelle superposée. Le premier que j'ai appelé, c'était Lucien Paul. Il y avait toutes ces parties-là. Lucien Paul, c'était facile. C'était facile puisque lui était déjà dans, bien sûr, toute cette idéologie. Ça nous a permis de continuer à réfléchir et à faire déplacer cette partie étant protégée. Le maire voulant conserver cette partie non constructible, on a continué et retravaillé ces parties-là, elles ne sont pas faites encore, pour regérer l'arrivée des eaux. Bon, après, c'est du paysage, c'est moins intéressant. Et avec une capacité d'extension. Enfin, en même temps, on a respecté tous les sentiers, c'est-à-dire que tous les sentiers sont devenus... on n'a jamais... on a gardé tous les niveaux des sentiers. C'est la première chose que j'avais demandé, c'est le droit de ne pas faire des rues droites, etc. Parce qu'il y avait eu un plan d'urbanisme avant qui faisait des rues droites avec la courbe de Gauss, vous savez, c'est la rue centrale, bien droite, plein dans la pente, avec une rue de bzzz. Et puis après, il arrive fatalement, la maison de quartier en plein dans le bas, là où il y a... Ah oui, pourquoi aussi, ça m'a permis aussi, c'est que les gens, d'être convaincants, c'est que les gens savaient pertinemment que autour de là, bizarrement, il y avait ce qui nous disait qu'il y avait de l'eau aussi, il y avait du brouillard. C'était bourré de brouillard, c'était très humide. Et il y avait un gars ici, qui avait fait une maison, là où il y avait eu la maison de Gallo Romaine. Il avait fait une maison romaine. Et là où il a fait une maison, et il avait fait un bassin par ici. C'est-à-dire que dans la pente où ça remontait, il avait poussé la terre, il avait mis son bassin. Il avait mis une maison, ici, un restaurant. Hein, ça, c'était pour faire la pêche à la mouche. Hein. Et puis, ici, il avait mis ses pétanques, le terrain de pétanque. Et dès qu'il pleuvait, le terrain de pétanque ressemblait à un étang, et en même temps, son étang, comme il prenait trop de pluie, il fuyait. Quand on a vu ça, on s'est dit, tiens, il y a vraiment quelque chose à inverser. L'eau est bloquée, l'eau de ruissellement est bloquée par le talus, et donc il faut lui permettre de descendre. C'est pour ça aussi que cette histoire de l'eau n'est pas neutre dans nos relations au terrain. L'eau, je n'irai pas plus loin, je vais devenir mystique, mais l'eau a des relations au vide qui sont incestueuses quasiment. Voilà, donc on a respecté tous les cheminements. Vous voyez, par exemple, les flèches rouges montrent que tous les cheminements étaient respectés, même quand ils étaient en dévers par rapport, ou en contrebas par rapport au terrain qu'il fallait bâtir, ça a été conservé, parce que, d'abord c'est une belle économie, mais ça c'est ce qui permettait de faire passer la chose, mais ce qui était plus important, c'est que si ça avait été là, la première impression qu'on avait, c'est que si ça avait été là, s'il y avait cette courbe, il y avait une raison, et que cette raison, on ne l'avait pas, mais on l'a respectée, on l'a conservée. Donc, ça a très bien fonctionné, c'est pas le problème. Mais, après, à un moment donné, on s'est mis à regarder un peu mieux ce qui se passait. Et en fait, on savait que ça, c'est le pic. Ça, c'est Lyon. Et Lyon devait certainement
créé pas mal d'inondations. Vous savez que l'inondation, contrairement à notre époque, était plutôt un bien à l'époque, parce que c'est ce qui apportait le limon. Toute la Picardie a vécu comme ça jusqu'à Amiens avec les antillonnages de ce limon qui, l'eau monte, les gens s'en vont, hein, ils se reculent, ils sont pas idiots, et en règle générale ils n'habitent pas quand l'eau monte, comme nous, donc ils se reculent, et l'inondation, quand elle redescend, elle a ramené une bonne terre, elle a ramené des limons. Et c'était ici qu'avait été répertoriée la première implantation néolithique. Donc nous, on avait gagné la deuxième. Et c'était quand même très très intéressant que tout ça, si je faisais, je traçais, il y avait toute une rivière, tout un ensemble de rivières, vous voyez ici, qui arrivaient et qui venaient provoquer encore plus l'effet de marécage, ce qui n'empêchait pas que ce soit la première implantation, tout à fait normal, hein, c'est exactement le même contexte qu'en Picardie. Et notre ruisseau qui lui avait disparu, il faisait ça. Et je l'ai retrouvé à travers, et c'est ça, c'est amusant de se rendre compte qu'à travers certains dessins de rue, quand vous remontez dans les derniers plans, les plus anciens plans, vous retrouvez qu'il y a des dessins de rue qui sont restés, comme des traces indélébiles de quelque chose qui a préexisté, qui n'avait rien à voir avec une rue. Mais quand vous interrogez aussi, on vous dit, ouais, mais à cet endroit-là, les rues, c'est une catastrophe, dès qu'il pleut, c'est un torrent. Voilà. Et pourtant, on buse. Mais ça n'empêche pas. L'eau, elle est là pour nous dire autre chose. Voilà, ça, c'est le chemin de fer. Voilà, bon. Ça illustre un peu... Bon, j'ai dépassé mon temps, je pense. 10 minutes. Allez, chiche, je vous parle de Cherbourg. Ça, 10 minutes. Ah, j'ai dépassé 2 minutes, donc je ne vous parle pas de Cherbourg. Enfin, c'est beau, Cherbourg. C'est comme ça, cette image. Cherbourg, c'est vraiment une histoire de corps. Pour le coup, j'ai la chance d'aller dans les endroits marrants. Hein. Heureusement, je ne vais pas me battre avec mes confrères dans les grandes opérations. Comme ça, en fait, maintenant, ils me suivent. Mais voilà, Cherbourg, c'est ça. Si vous avez un plateau qui arrive comme ça, toute la côte, la côte est tout au bout du Cotentin, au bout de la Manche là-haut, c'est une côte granitique, avec des relevés bien sûr de grès et de schiste. Et cette côte granitique, c'est la même qui... c'est le même granit que le massif armorique. En fait, c'est une remontée du massif armorique. Ben, si on ne sait pas ça, on n'avance pas. Voilà, et on arrive comme ça, et là après c'est la mer. Et la mer est très dure, très forte. On retrouve d'ailleurs tous les rochers, et les gens du bord de mer vivaient, ils faisaient des fanfares. Donc les bateaux la nuit arrivaient, et bam, ils prenaient les écueils, et après ils leur piquaient tout ce qu'ils avaient dans la tête. Non, c'est l'économie du haut et du bas. En haut, par contre, il y avait toute la terre. Voilà. Et Cherbourg s'est installé sur un pic qui est là. Et là, il y a une rivière qui descend et qui inondait tout ça. Et il y avait une autre rivière qui descendait, mais comme la mer avait mangé les falaises de grès, en fait, ça avait fait un cordon dunaire. Ce cordon dunaire, il passait comme ça, il fait toute la région. Et les ruisseaux ont du mal à sortir. Donc, ils restent en s'imprégnant et ils créent des marécages. Mais celui-là qui arrivait comme ça, en fait, il avait été dévié très rapidement pour venir par ici, rejoindre celle-là qu'on appelle la Divette, et ils arrivent. Et ici, à côté, derrière, à cet endroit-là, exactement, et la mer venait jusque-là. Tout ça, c'était construit après. Et en fait, créer un marécage. Mais ce marécage était assez profond pour que les bateaux s'y cachent, parce que la tempête était terrible. Là, remarquez, ces gens, on va se dire, merde, on est face au vent. On est dans la mer, rien qui pousse, en bas, il faut remonter, et puis on ne reste pas là. Et ben non, ils sont obstinés. Ils sont obstinés au point de faire un énorme château fort. Les Anglais, voyant qu'ils avaient fait un château fort, n'avaient qu'une idée, c'est de leur piquer, bien sûr, s'il y a un château fort qui est fait pour le prendre. Je ne sais pas pourquoi ils avaient fait un château fort, ils auraient pu ne rien faire. Et continuer à boire du cidre, être tranquille. Voilà, non, ils ont voulu leur château fort. Et puis, il y a eu un petit problème entre ministres de Louis XIV,
et il y en a un qui a décrété la démolition du château fort pour emmerder l'autre qu'on avait la responsabilité, un peu comme chez nous maintenant. Et donc ils ont démoli le château fort, les Anglais voyant ça, bon, ils ont piqué le château fort, démoli, piqué l'endroit. Donc, bien sûr, les Français ont trouvé ça c'était intéressant puisque les Anglais voulaient le prendre. Donc ils se sont battus, ils ont récupéré, et là ils ont dit il faut faire une rade. La plus grande rade artificielle, parce qu'elle est complètement dans la mer. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui affleurent, on voit bien sur la photo. Et donc ils ont créé cette rade pour avoir leur mer à eux. Plus une avant-rade. Napoléon là-dessus est arrivé, il a voulu son théâtre, il a voulu son etc. Puis son structure, et puis il a tiré en fait, il a restructuré tout ce qui était resté marécageux. Alors, bien sûr, il n'y avait plus le château fort, la ville avait continué à s'installer, et tout ça. Et donc vous êtes bien dans, quand vous voyez, vous vous promenez sur, allez à Cherbourg, c'est super, surtout que les aménagements qu'on y fait sont bientôt terminés, d'ailleurs c'est super. Mais indépendamment de ça, c'est étonnant. Pourquoi sont-ils restés là? Parce que quand il y a du vent, on dit que le vent ratoupine, et il fait comme ça. Puis il pleut, vous savez, c'est horrible le film sur les parapluies de Cherbourg. Mais on se dit, bon, ils auraient pu aller ailleurs. Non, non, c'est là qu'ils voulaient être. C'est là, c'est cet endroit-là. Et quand vous voyez, vous oubliez, quand vous voyez la beauté de tous ces quais, qui sont faits avec des massifs incroyables, là, que les gens n'avaient pas les ventouses. Maintenant, vous prenez un truc qui fait 1 mètre carré par 1 mètre carré, déjà l'entreprise vous chiffre la ventouse, vous ne vous rendez pas compte, etc. Et là-bas, ils vous posaient des massifs invraisemblables, comme ça, ils arrivaient. Il y avait une chaîne de création, d'intelligence du gars dans la carrière qui découpait ce que l'ingénieur lui avait dit de couper, peut-être pas l'ingénieur d'ailleurs, le brouillot dans le bureau d'études de l'ingénieur, qui savait comment ça devait se découper, se placer. Après, les gars sur place arrivaient, ils les portaient, je ne sais pas comment, avec des lanières, je pense, ils les plaçaient. Il n'y a pas de joint creux, tout est nickel, quoi. C'est super. Quand vous voyez ça, vous dites, c'est plus que de l'obstination. C'est bien organique, cette relation au lieu est organique. Et plus on a travaillé, maintenant ça fait plus de 12 ans, on travaille, on transforme les choses, on les fait évoluer, etc. En arrivant par là, qui est complètement surfait, parce qu'avant il y avait une plage là, donc ils ont voulu faire une plage là. En fait, c'est toute une histoire, cette relation. À chaque fois que vous recreusez sur pourquoi une forme, à un moment donné, s'est mise en place, un vide s'est mis en place, c'était dans cette relation à la mer. Toujours. La mairie a été installée là, dans des bâtiments qui n'étaient pas initialement à la mairie, je crois que par là, on ne voit pas grand-chose, mais il y a une place assez étrange, pas la Piazza Navone, c'est presque la forme sur une partie, et l'autre partie est complètement vide, elle s'ouvrait sur la mer qui arrivait là. On avait mis Napoléon en plein milieu, mais hors Napoléon, on avait la mer. Et puis après, il a fallu changer, parce qu'on a viré pour passer les transatlantiques, il y avait une plage ici, il y avait une plage naturelle. Donc on a pris des grosses pompes et on a envoyé la mer, le sable ici, pour faire une plage. Donc on arrivait au loisir. On transformait au loisir. Après, on a fait une plage verte pour pouvoir mettre les bateaux. Parce que mettre une plage là, puisque avec tout le gasoil, comme il y avait un développement industriel, c'était plus possible. Donc on a remonté, vous voyez, changement. Et puis dernièrement, les Allemands sont arrivés, ils ont fait le mur de l'Atlantique, ils ont mis des gros machins, morceaux de béton, c'est tout, qui ont été conservés. Et là, on nous demande ce qu'il faut faire. Et quand vous êtes sur place, vous sentez ce qu'il faut faire. Ce lien est permanent entre la terre et la mer. Et ce lien, il est ce qui a fait les gens ici. Et quand on reparle de ça, on reparle d'autre chose. On ne parle plus de fonction, on ne parle plus d'activité, on ne parle pas comment dire, on est sur une autre relation avec les gens qui sont sur place. C'est une histoire qu'on peut raconter aussi à toute classe sociale confondue. On n'est plus dans l'histoire quotidienne, on est déjà sur un autre terrain. Je dis c'est le vide. Je dis c'est le vide, c'est la manière dont vous regardez les choses. Si vous le regardez avec vide, si vous le regardez avec dépassionné, vous allez ressentir les choses remonter. Voilà. Merci.